Qu'est-ce que tu fais? Ton livre d'incantation magique de Noël. Non mais on avait dit qu'on arrêtait de l'utiliser. À chaque fois qu'on invoquait l'esprit de Noël, il nous conseillait de regarder des films pourris comme Red One ou Fatman. Oui, mais là c'est pour une toute autre raison. Ne t'est-il pas venu l'idée que l'esprit de Noël que tu avais invoqué était un petit peu maléfique et qu'il aurait potentiellement jeter une malédiction sur nous? Non, je ne pense pas. Ouf, tu me rassures. Alors du coup, j'ai pas besoin de me soucier du pentacle qui vient de surgir sur mon corps ou du chiffre du diable qui vient d'apparaître sur ma main. Oh putain, qu'est-ce que j'ai bien pu foutre de ce bouquin? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop, et repartons de dernière fois pour Noël avec ce fichu grimoire qui nous a déjà bien fait chier cette année. Je lis ici que pour annuler la malédiction, il faut inverser la tendance en parlant d'un bon film de Noël. Eh bien soit, la dernière fois nous avions parlé d'un mauvais film de Noël avec Mel Gibson, alors cette fois-ci parlons d'un super film de Noël avec Mel Gibson. Parlons de L'Arme Fatale. Ah, si je devais faire un top de mes sagas policières préférées des années 80, mon top 3 serait composé de Die Hard, Le Flic de Beverly Hills et L'Arme Fatale. Une saga de films réalisée par Richard Donner, et contrairement aux autres sagas que je viens de citer, L'Arme Fatale ne contient aucun mauvais opus. Et oui, normalement, vous savez, dans les sagas de 3 ou 4 films comme ça, il y a toujours un mouton noir, un film qui est moins bien que les autres. Eh bien, je ne trouve pas dans L'Arme Fatale. Alors, bien sûr, j'ai mes préférés, évidemment, et le premier film se déroule pendant les fêtes de Noël. C'est l'occasion d'en parler. Le film commence par la chanson Jingle Bells Rock et une femme se suicide complètement droguée. Et joyeux Noël les amis! Passez de bonnes fêtes avec votre famille les amis. Et oui, passez de joyeuses fêtes, car on ne sait jamais. Ça peut très bien être votre dernier Noël. Le lendemain, retrouvons Roger Mortoff, un inspecteur de police qui fête ses 50 ans. Regardez, toute la famille chante. D'ailleurs, petite coïncidence, sa femme est interprétée par Darlene Love, une actrice et chanteuse américaine qui est notamment connue pour avoir chanté une chanson de Noël très connue aujourd'hui. Extrait. Hop, coupe-moi ça. Alors, non seulement tu t'incrustes dans la dernière vidéo de Noël sans me l'avoir demandé auparavant, mais en plus tu veux démonétiser ma vidéo? Ah non, c'était juste pour illustrer la situation. On parle d'un épisode de Noël qui parle d'un film de Noël avec une chanteuse qui a fait une chanson de Noël. C'est rigolo, non? Non, Mel Gibson qui rote en pissant, ça c'est drôle. On rencontre Martin Riggs, lui aussi inspecteur de police, mais pas dans le même secteur que Roger. D'ailleurs, c'est l'opposé parfait de Roger, hein. Martin est jeune, Roger est vieux, Roger a une grande famille, Martin vit seul, Roger est noir, Martin a eu de la chance. Oh non, je croyais que t'allais arrêter avec les blagues racistes. Ah oui, désolé, c'est le souvenir du beauf qui reste dans mon esprit. Ah non, je partis trop tard. Martin est envoyé sur une affaire, un type qui a pris des enfants en otage dans un immeuble et qui tire au hasard dans la cour, mais Riggs s'en balèque et il va quand même. J'ai toujours trouvé cette scène super drôle là, la nana qui essaye de retenir Riggs par le fut, comme si elle allait y arriver, tu sais. J'espère qu'elle est pas comme ça sur d'autres opérations. Police! Arrêtez! Mais je suis de la police! Police nationale, monsieur! Arrêtez le véhicule, s'il vous plaît! Je dois contrôler vos papiers d'identité! Martin garde son sang-froid et élimine l'assaillant. Et là, petit aparté, en ce moment je suis en train de vous montrer la version DVD du film, c'est le coffret qui est disponible de partout, la Fnac, Cultura ou autre magasin. Pourtant il existe bel et bien une version Blu-ray qui est aussi disponible de partout. Alors pourquoi est-ce que je vous montre la version DVD et pas celle-là? Eh bien parce que la version Blu-ray, c'est une arnaque. Et oui, Pop Investigation a enquêté pour vous. Le coffret Blu-ray de L'Arme Fatale a deux gros problèmes. Déjà le premier, c'est qu'il est moche. Une grosse dynamite en 3D dégueulasse avec à l'intérieur deux jaquettes dégueulasses avec la même dynamite dégueulasse en 3D. Alors que bon, la version DVD possédait certes 4 boîtes différentes, mais au moins elle montrait les vraies affiches des films. Et puis surtout, la version Blu-ray a des scènes en moins. Et oui, sur les 3 premiers films, la version Blu-ray contient des scènes en moins qui sont uniquement présentes dans les bonus, des scènes coupées, au lieu d'être incluses directement dans le film et traduites
traduite comme dans la version DVD. Et le pire, c'est que comme c'est la version Blu-ray, elle coûte plus cher. Donc tu payes plus pour moins. C'est un piètre cadeau de Noël à mettre sous le sapin. Oui, effectivement. Joyeux Noël. Ah, eh bien, merci. Je suppose. Roger est envoyé enquêter sur la suicidée du début. Il interroge une pute, seul témoin de la scène. La pipe, ça essouffle. Il a raison, vous savez. Ne fumez pas, les enfants! La morte se nommait Amanda Handsecker, un nom que Roger connaît bien car le père de la fille en question est un ami à lui qui date du Vietnam. De retour du côté de Martha Riggs, ce dernier boit tout seul dans sa caravane devant les Looney Tunes et pleure en regardant une photo de sa femme morte. Et joyeux Noël. Puis il tente de se tirer une balle. Oh, ça va mec, c'est les Looney Tunes, c'est super rigolo! Si tu veux te suicider, fais-le sur des programmes plus appropriés! Frédéric Vandamme? 9 lettres, avec enculage au pluriel. Enculage. Oui, et des mouches exclusivement. Heureusement, il ne presse pas la détente. Parce que c'est Noël! Non, parce que se suicider devant un épisode de Bugs Bunny, c'est trop la honte. D'ailleurs, le saviez-vous, Mel Gibson a placé une vraie balle dans le revolver avant de le mettre dans la bouche pour donner plus de tension et de réalisme à la scène. De retour au poste de commissariat... Eh ben, je vois qu'on a du temps libre à la police. Alors comme ça, vous voulez devenir policier, mais avez-vous les compétences requises? Eh bien, je sais parfaitement tirer au revolver. Oui, mais est-ce que vous savez chanter? La tac-tac-tac-tique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tac-tac-tac-tique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Le capitaine de police discute avec la psy à propos de Martin, comme quoi il est suicidaire et que c'est pas forcément une bonne solution de le garder dans la police. Oui, bien sûr, il a déjà perdu sa femme, alors faisons-lui perdre son job maintenant. Ah, super, bravo, mais quel psychologue en carton! Le capitaine, quant à lui, pense que Martin simule pour toucher des aides financières. Du côté de Roger, ce dernier apprend que la fille Handsecker ne s'était pas suicidée et que pour cette enquête, il aura le droit à un coéquipier, en l'occurrence Martin qui vient d'être transféré. J'ai passé l'âge de ces conneries. Ah, la réplique la plus culte du film. Enfin, après celle-là. Le problème, c'est que Roger a fouillé un peu dans le dossier de Martin, et après avoir découvert qu'il était dans l'armée et qu'il est super fort dans les techniques de combat, il ne sait pas si Riggs est suicidaire ou s'il fait semblant pour toucher des allocs. Je veux pas bosser avec toi. En attendant, retrouvons les méchants. Ah bah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas encore vu de méchants dans ce film. Mais vous pouvez m'appeler Monsieur Joshua. Vous avez déjà entendu parler d'un autre film qui a un méchant avec un nom aussi ridicule que Joshua? Dans la VF du premier Halloween, le méchant s'appelle Michel. Un point pour l'extraterrestre. Dans Le Seigneur des Anneaux, le méchant s'appelle Sauron. Et alors? C'est cool Sauron, t'as rien compris toi? Ah oui? Change le R par un M. Ah. Un point pour le geekos. Donc, Monsieur Joshua n'est que l'intermédiaire du vrai méchant, le général McAllister, un dealer de drogue qui, pour prouver qu'il est très méchant, décide de brûler le bras de Joshua qui reste stoïque. Oh mon dieu, ils ont l'air impitoyables. Ils ont surtout l'air complètement cons parce que, ok, tu résistes à la douleur de la brûlure, je veux bien y croire. Par contre, que tu résistes à l'odeur des poils brûlés, ça, c'est une autre histoire. Non, parce que les poils brûlés, croyez-moi, ça schmoute. Roger passe voir le père d'Amanda qui lui apprend que sa fille était actrice pornographique. Je pensais que peut-être tu pourrais lui donner un coup de main. Ah, elle voulait se lancer dans l'interracial? Après ça, ils interviennent sur une affaire concernant un mec qui veut se suicider. Mais encore? Ça fait beaucoup de suicides pour Noël. Le taux de suicide est toujours très élevé pendant les fêtes. Martin s'attache au type avec ses menottes et saute avec lui. Et c'est là que l'on voit que la police manque cruellement de pognon. Regardez, les menottes se sont pétées quand les deux se sont écartés. Nous manquons cruellement de moyens. Et ils atterrissent sur un matelas. Roger comprend alors quelque chose. Tu fais pas tout ça pour avoir une pension. Tu es vraiment cinglé.
Bon, après cette petite interlude, retournons sur l'enquête principale. Roger et Martin se rendent à Beverly Hills pour rencontrer l'agent d'Amanda, Hunsaker, afin d'en savoir un petit peu plus. Mais ce dernier prend peur, alors une fusillade commence et se termine par la mort du suspect tué par Martin qui tentait de protéger son partenaire. Pour fêter ça, Murtaugh décide d'inviter Riggs chez lui pour manger. Ce que je vois est marron, gluant, aïe! C'est sa bite! Son caca! Le rôti. Pardon, mais ça décrivait beaucoup mieux son pénis. Ou qui Gétron. Ryan, l'aîné de la famille, a un petit crush pour Martin. Tu m'étonnes avec un mulet pareil. Mais elle a déjà un petit copain, Marc. Lequel est-ce, Marc? Le grand blond. Avec une chaussure noire? Celui qui a plein de boutons? Le grand blond avec plein de boutons. C'est le remake américain? Après, Martin rentre chez lui en prenant une pute au passage, parce qu'il vit seul mais reste un homme avec des besoins. Tu les aimes plus jeunes? Ouais, le plus jeune possible. Quel âge t'as? Ça tirait 16 ans. Des besoins qu'il faut réfréner. Quant à Roger, il passe la nuit à regarder des pièces à conviction, notamment une cassette d'Amanda dans un de ses films. Cool, soirée cinoche. Elle était actrice porno, je rappelle. Cool, soirée branlette. Le lendemain, Martin veut continuer à creuser l'enquête, alors notre duo se rend chez la prostituée qui est la seule témoin qu'ils ont, mais arrivé sur place... Des enfants ont aperçu quelqu'un le matin traficoter autour de la maison de la pute. Quelqu'un qui a le même tatouage que Martin. C'est le tatouage des forces spéciales. Voyant que l'enquête est plus profonde que prévu, Roger décide de confronter le père d'Amanda afin qu'il révèle la vérité. Et le fait est que la fille n'a pas été tuée à cause de ses connaissances à elle, mais à cause de son père qui travaillait de mèche avec McAllister. Il voulait sortir de ses affaires et tout révéler à Roger, alors le général a fait tuer sa fille. Hunsaker déballe tout le poteau rose à Murtaugh, mais un hélico se ramène avec Joshua qui tue Hunsaker. Mort en buvant du lait. Quelle triste fin. Et voilà le corps, inspecteur. C'est du lait ou du sperme? Nous ne savons pas. Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Demi-écrémé. Du lait, donc. Non. Le soir venu, Martin et Roger interrogent les collègues de la pute morte afin de choper des infos. Mais Joshua débarque et tire sur Riggs avant de s'enfuir. Heureusement, il portait son gilet pare-balles et a reconnu que c'était le gars de l'hélico. Positif, mec, j'oublie jamais un enculé. Au même moment, la centrale appelle Roger pour avertir ce dernier qu'un cadavre a été retrouvé près de chez lui. Un corps qui correspond parfaitement à la description du petit ami de sa fille. Tu veux parler du grand con avec des cheveux noirs? Non, l'autre. Roger prend peur et fonce chez lui où l'attend une lettre l'informant que McAllister a kidnappé sa fille et qui lui la rendront s'il se rend à un point de rendez-vous. Roger et Martin montent donc à un plan pour la récupérer. Je veux que Murtaugh soit pris vivant. Il ne parlera peut-être pas. Nous avons sa petite fille, il parlera. Mais pourquoi vous voulez le faire parler? C'est le seul flic qui connaît la vérité, alors butez-le! Oui, mais ils veulent le buter pour savoir s'il a parlé à ses collègues. Alors pardon, mais ça c'est encore plus con, hein. Alors, t'as parlé à tes collègues? Non, je vous jure que non. Ok, et ben c'est tout bon pour moi. Bon, libérez-le les gars, et puis désolé encore du dérangement. Le plan que nos deux flics préparent consiste à cacher Martin avec un sniper pendant que Roger se rend au point de rendez-vous. Malheureusement, on n'est pas dans l'agence touriste et le plan ne se déroule pas sans accroc. Roger se fait capturer ainsi que Martin et Ryan qui n'a pas pu s'enfuir. Ouais, comme tu dis. Ils ramènent tout ce petit monde dans leur QG et les méchants commencent à torturer les flics pour savoir ce qu'ils savent à propos de leur business, histoire de voir s'ils peuvent continuer leurs affaires. De la bonne vieille torture, hein, en mode guerre d'Algérie là, avec les câbles électriques ou le sel. On t'aime, la belle. Le savoir-faire français, mesdames et messieurs. Riggs arrive à s'enfuir et libère son collègue, Murtaugh, qui arrive à buter McAllister pendant que Martin se lance à la poursuite de Joshua. Pas un geste! Hé, je suis officier de police. Tenez, voilà mon insigne. Oups, pardon, la force de l'habitude, vous savez. La course-poursuite de Martin et Joshua se termine chez Roger. Le méchant se fait arrêter, mais Riggs demande à le libérer pour une ultime baston. Qu'en es-tu, Jack? Je croyais qu'il s'appelait Joshua. Et là, je ne comprends pas. Normalement, à la fin des films d'action comme ça, le combat final se passe entre le grand méchant et le gentil, à savoir dans ce film McAllister. Pas le sous-fifre de merde là, qu'est-ce qu'on en a à foutre de lui? Mais tu te rends pas compte? Il peut brûler son bras sans rien ressentir! Rien! Bon, Riggs finit par buter Joshua et quelques jours plus tard, il est invité au repas de Noël chez les Murtaugh. Ses envies suicidaires sont derrière lui et fin. Comme dirait Biff Tannen,
Quel putain de bon film. Génial. Quel plaisir de voir ces deux personnages réunis à l'écran. Le duo fonctionne bien et ça on le doit aux acteurs d'une part, aux réalisateurs de l'autre, mais surtout au scénariste Shane Black. Un scénariste qui a écrit L'Arme Fatale, mais il a aussi fait le scénario de Last Action Hero, Le Dernier Samaritain, et il s'est même mis à la réalisation avec Kiss Kiss Bang Bang ou The Nice Guys. Vous voyez le point commun entre tous ces films? Ils sont bien. Alors oui, mais surtout ce sont des buddy movies. Des films avec deux personnages, souvent des flics, qui ne s'entendent pas au début, mais qui au fur et à mesure du film apprennent à se connaître et deviennent les meilleurs amis du monde. L'Arme Fatale rentre évidemment dans cette catégorie, et on n'est pas surpris en le regardant. On va pas venir nous chercher pour un scénario compliqué, mais pour du pur divertissement. On vient pour les blagues, et on reste pour la symbiose entre les personnages. C'est pour ça que c'est trop bien L'Arme Fatale, ça faisait longtemps que j'avais envie d'en parler, je suis trop content. Et moi je suis guéri, regarde, j'ai plus de marque satanique, je suis sauvé de la malédiction. Super, on va enfin pouvoir détruire ce livre une bonne fois pour toutes. Où il est? Bah, je l'avais mis juste là et où est le geek? C'est un piètre cadeau de Noël à mettre sous le sapin. Oui, effectivement. Joyeux Noël. Ah, eh bien, merci. Je suppose. Réveille-toi.